On est enregistré. Donc, bonjour à tous. On est déjà plus de 138. On attend, il y avait 300 personnes inscrites pour ce dîner savoir de l'AQP. Donc, je suis vraiment content de vous voir. Mon nom, c'est Simon Delvedove, président de l'Association québécoise de physiothérapie. On va attendre peut-être encore 2-3 minutes, pas plus, là. Les chiffres, on voit que ça monte tout le temps, le nombre de participants. Donc, une super belle communauté en pédiatrie. Ce genre de conférence-là, de dîner savoir, il attire énormément de personnes. Je vous lance ça comme ça. Il y a un autre dîner savoir le 17 février prochain sur la rééducation périnéale pédiatrique. Si cela vous intéresse, vous êtes invité. Vous pouvez aller sur le site de l'AQP dans l'onglet événements. Vous allez trouver les prochains dîners savoir qu'on essaie de faire à tous les mois, donc au moins un dîner savoir par mois. C'est une nouvelle initiative de l'association pour offrir des HFC très, très abordables comme aujourd'hui gratuitement et pour les autres, c'est des frais très minimes pour nos membres et non-membres. Donc, je vais laisser la parole à Elodie Trudeau, qui est notre coordonnatrice de l'association, présenter M. Pons. Donc, je vous laisse sur ce. Bonne conférence à tous. Merci Simon, puis merci à tout le monde de répondre présent en si grand nombre, effectivement, à notre série Dîner Savoir qui vient de débuter pour l'AQP. Donc, ce midi, on a la chance d'avoir M. Iñaki Pastor Pons comme formateur invité. Il est physiothérapeute en pratique privée depuis 1994, directeur de l'Institut de thérapie manuelle intégrative pédiatrique, donc TMPI, de Zaragoza en Espagne. Il est également directeur au volet international de la formation TMPI, puis enseigne à l'Université de Montréal. Donc, c'est vraiment un candidat de choix pour la présentation aujourd'hui concernant les nouveautés en physiothérapie pour le torticolis musculaire congénital. Sachez qu'en tout temps, si vous avez des questions, vous allez pouvoir les formuler dans l'onglet « Discuter » de la réunion d'aujourd'hui ou c'est après la réunion, les envoyer par courriel à l'association. On va revenir en fin de présentation pour une petite période de questions. Puis le webinaire aussi va être disponible pour rediffusion dans les prochains jours. Vous allez pouvoir surveiller le site de l'AQP pour toutes les informations. Puis sans plus tarder, je vais laisser la parole à notre formateur pour la suite. Donc, merci beaucoup à tous et bonne formation. Merci. Bonjour à tous et merci de l'invitation. Merci, Elodie. Je me présente, je suis Iñaki Pastor. Il fait maintenant presque 20 ans que j'enseigne thérapie manuelle dans des différentes écoles, mais j'avais commencé avec les adultes. Et j'aimerais partager que quand j'ai eu ma première fille, j'ai eu la sensation de ne pas comprendre beaucoup sur les enfants d'un point de vue de thérapeute manuel. Je me souviens des problèmes cervicaux qu'avait ma première fille et de la sensation de que je ne savais pas exactement si ce que je pouvais faire dans les adultes était applicable. Et ça, là-bas, ça a été le moment de commencer un chemin. Et un chemin de découvrir qu'on peut avancer beaucoup dans la physiothérapie en mettant ensemble des domaines qui sont nécessaires de se rencontrer, qui sont la thérapie manuelle et aussi le neurodéveloppement de l'enfant. OK, je vais partager ma présentation. La présentation a été envoyée. Donc, vous aurez la possibilité de la voir. Et Elodie, après, vous dira comment on va vous faire parvenir cette présentation. Donc, on va commencer. Merci beaucoup. Ici, c'est l'argument. Une nouvelle approche pour les torticolis congénitales, musculaires congénitales. Et ici, j'aimerais rencontrer trois objectifs qui sont analysés
cette réalité du torticolis musculaire congénital. Et aussi créer un modèle d'évaluation intégrative et partager un peu dans ce modèle comme on le fait selon les concepts TEMPI, mais en prenant aussi en considération les guides cliniques publiés dans la littérature. Et aussi, j'aimerais analyser ou discuter les composantes que, dans notre opinion, devraient inclure une intervention en physiothérapie dans ce type de problèmes. J'aimerais commencer avec une introduction aux dysfonctions crânio-cervicales en pédiatrie. Pourquoi? Parce que les enfants n'ont pas simplement de torticolis musculaires congénitales, ils ont des autres problèmes au niveau crânio-cervical. Et les 4 blocs que je peux, dans lesquels je peux envisager ou classifier ce type de problèmes sont les anomalies anatomiques, les dysfonctions cervicales, les déformations crânio-faciales et les dysfonctions crânio-faciales. On va les voir avec une approche un peu différente. Anomalie anatomique, réellement, il y a un certain nombre d'enfants qui vont naître avec des altérations dans son anatomie. Peut-être que les syndromes de Klippel-Feil soient les plus souvent, mais aussi il y a des autres situations, des conditions pathologiques, comme ça peut être la malformation de Chiari ou la synostose occipito-cervicale. Ici, une petite recommandation que ça serait observé parce que pas tous les bébés qui nous arrivent, probablement pas tous les bébés viennent avec une radiographie. Donc, faire attention si quand le cou est très court ou quand la sortie de cheveux, je pense qu'on dit comme ça, et on peut voir ça, ou quand on trouve des résistances un peu dures dans l'évaluation de range de mouvement, et ça va nous donner quelques idées sur la possibilité ou sur la nécessité d'un diagnostic différentiel. Après, on a les dysfonctions cervicales dont on peut rendre les torticolis musculaires congénitales, qui on va le développer un peu plus tard. On va parler du torticolis un peu plus tard. Après, on a les déformations crâniales ou crânio-faciales. Ici, on peut mettre dans ces cadres, on peut mettre la plagiocéphalie ou les autres altérations de la morphologie d'olicocéphalie ou brachiocéphalie, qui sont des altérations plus symétriques, quelquefois liées aussi aux certains types, aux certaines races, mais que ça peut être aussi un problème au-dessus de certaines mesures de normalité. Déformation crânienne aussi très liée. On parle de la plagiocéphalie positionnelle d'une incidence autour de 20-30% selon les pays. Et on voit déjà dans la littérature la énorme relation entre le torticolis musculaire congénital et la plagiocéphalie positionnelle dans une relation plus ou moins 1-1. Ici, simplement voir qu'on a aussi la plagiocéphalie positionnelle, mais aussi on a des autres plagiocéphalies synostosiques dont il faut aussi l'avoir en compte. Pour terminer cette introduction, on a aussi pas les déformations, les dysfonctions crânio-faciales. Et ici, on peut trouver des enfants avec problèmes dans la sphère oculaire, dans la sphère respiratoire des voies supérieures, dans la sphère orofaciale avec problèmes d'allaitement, dysphagie, etc. Et aussi dans la sphère auditive avec des autres types de répétitions. Tout ça, c'est aussi dans la sphère crânio-faciale et la physiothérapie aussi peut avoir un rôle dans l'évaluation et dans l'intervention dans une équipe multidisciplinaire. Donc, si on rentre dans le torticolis, dans ce mot,
on voit qu'on peut avoir des différentes étiologies dans le torticolis. On peut avoir du torticolis lié aux dysfonctions articulaires, bien que dans la physiothérapie, on ne fait pas souvent une analyse articulaire de la colonne cervicale des bébés, mais les bébés ont une colonne cervicale et de la même façon qu'on le fait avec l'adulte, peut-être qu'il faut développer des systèmes d'évaluation plus subtils sur ce type de dysfonction. On va parler de ça un peu plus tard. Et aussi, on peut avoir des enfants avec malformation congénitale, comme on a vu, à l'étiologie, à l'origine d'un torticolis. Le torticolis oculaire dû à un strabisme, un problème visuel, c'est aussi assez fréquent et on a besoin aussi d'un système de diagnostic différentiel. Problèmes ésophagiques ou des abcès rétropharyngiens, reflux, sont aussi des conditions pathologiques qui peuvent être derrière un torticolis. Des autres pathologies neurologiques avec une dystonie, par exemple, ou bien sûr une responsabilité musculaire. Quand on est en face d'un bébé ou un enfant avec torticolis, il faut avoir en compte qu'il n'y a pas simplement la responsabilité musculaire, mais il y a des autres situations qui peuvent conditionner la position anormale ou la posture anormale de la tête, que c'est le mot torticolis. Et attention aussi que le torticolis peut être aussi les signes d'un problème aussi plus sévère et c'est pour ça qu'il faut faire attention aux drapeaux rouges qui peuvent montrer des différentes situations de l'enfant. Bien. Et on rentre dans une partie plus spécifique, le torticolis musculaire congénital, que c'est déjà une condition pathologique bien définie. Comment on peut définir le torticolis musculaire congénital? J'aime beaucoup cette définition de Kaplan dans son guide clinique. J'aime beaucoup et je la trouve vraiment convaincante. On va parler un petit peu de ça parce que cette guide clinique publiée dans le 2018, je pense que c'est un très grand aide pour nous. Déformation posturelle. Le torticolis, c'est une déformation posturelle. C'est intéressant cette parole. Non? C'est une position particulière, non? de la tête ou du cou qui se manifeste après la naissance, mais pas beaucoup de temps après. En plus, le diagnostic différentiel est important ici. Si ça apparaît justement après la naissance, si est caractérisé par une flexion latérale et une rotation vers les côtés opposés. Ici, on peut le discuter, on va parler un petit peu après de ça, mais un point fondamental, c'est qu'il peut être accompagné des autres troubles neurologiques ou musculo-squelettiques. Incidence, prévalence de 4-16%, un peu étonnant. Étonnant parce que 16%, c'est 4 fois 4. Donc, pourquoi il y a des études qui montrent 4 et des études qui montrent 16 et des études qui parlent d'un 30% de plagiocéphalie, mais toute la plagiocéphalie est positionnelle et aussi liée à des positions préférentielles de la tête, dont la prévalence de la dysfonction ou du problème cervical ne serait pas plus haut. La solution, à mon avis, c'est dans cette guide clinique de Kaplan et collaborateurs, où ils ont développé une grade, un degré, ou un système de grades de sévérité du torticolis congénital. Donc, si on commence avec le grade 1, début léger, attention, la classification est faite par le moment du diagnostic et par l'intensité ou l'affectation, les degrés d'affectation. Par exemple, le grade 1, début léger, ça serait le nourrisson entre 6 mois,
Et simplement avec une préférence de position de la tête ou avec une différence dans la rotation passive autour de 15 degrés, ou inférieur à 15 degrés. Et on peut continuer avec des différents grades, début modéré, début de gravité, légère tardive, etc., etc. Et on prend des différents âges et des différentes limitations. Et attention parce que la masse dans le sternocléidomastidien, c'est optionnel dans le grade 3. Ça veut dire que définir un torticolis congénital dépendant de la masse du sternocléidomastidien, ça peut être vraiment limitant parce que c'est une option, c'est pas déterminant. Donc ici, on voit que la préférence cervicale le blocage total de l'enfant, il y a beaucoup de décrets. Et ça peut nous aider à comprendre que le torticolis musculaire congénital, peut-être que ce n'est pas un phénomène dichotomique, oui ou non, torticolis ou pas, non, mais une réalité en grade. Et ça nous fait aussi comprendre la question de la prévalence qu'on voit dans les études. Parce que combien des enfants ont une position préférentielle de la tête avec une différence de 15 degrés? Combien? Beaucoup. Et combien ont un degré 5 ou 6? Beaucoup moins. Donc là, on peut comprendre que quelquefois, dans les études, ce n'est pas clair les critères de diagnostic pour le choix de la population dans les études de torticolis, parce que ça semblerait que le torticolis était un phénomène dual, non? Oui ou non. Et la responsabilité est normalement très liée dans la littérature à la partie musculaire. J'aimerais réfléchir ici ou discuter avec des études dans des études de journal ou des articles dans des journaux de radiologie ou de radioimage où on voit des études qui mettent en rapport dysfonction cervicale avec le torticolis. Et ici, la condition pathologique, par exemple, de l'instabilité atlanto-occipitale ou de la subluxation atlanto-occipitale, que c'est dans la littérature, ça à moi, ça me fait penser beaucoup. Pourquoi on ne fait pas dans les bébés un diagnostic différentiel articulaire plus fin? Est-ce qu'on n'a pas de système pour le faire? Parce que quand on considère exclusivement la raison musculaire, c'est une façon de regarder les choses. On peut, à mon avis, on peut limiter. Et ça, je pense que c'est une responsabilité à tous de penser un peu à cette... Est-ce qu'il y a aussi une responsabilité articulaire? Dans quel type d'enfant il y a une responsabilité articulaire? Et c'est toujours ensemble. On peut penser à ça. Et ici, ça arrive la phrase d'Héraclite. Si tu n'espères pas l'inattendu, tu ne le rencontreras pas. Si tu n'espères pas qu'il y a une situation articulaire dans les nourrissons, c'est sûr qu'on ne veut pas la trouver. Corrélation au groupe d'amis, ce point aussi, c'est vraiment important. Ici, vous savez, une image d'un enfant de torticolis. Je vous invite à penser quelles sont des autres choses qui ne marchent pas bien. Parce que ce n'est pas simplement la position de la tête. Il y a des autres questions ici dans cet enfant qu'il faut avoir en compte. Parce que le torticolis vient normalement accompagné des autres conditions pathologiques. Et ici, on voit des différentes altérations. Les asymétries posturales dans les thorax et la corrélation avec scoliose, cet article de Kim et collaborateurs est étonnant. La correspondance
jusqu'à les 80% des enfants avec torticolis avec une scoliose 15 ans plus tard. Les problèmes orofaciaux, les problèmes de la fonction orofaciale, les asymétries faciales, les asymétries de la tête, les problèmes dans la hanche ou les affectations dans un bras que vous pouvez voir à votre droite, une position du bras avec adduction, extension du coude et la main en pronation. Cet bras, quelquefois, est aussi avec une corrélation, une diminution de la fonction. Et ici, on peut discuter le rapport aussi de la tension sur le plexus brachial dans les bras du côté facial. C'est vraiment intéressant de voir ce type de correspondance et aussi de penser que quand on est en face d'un bébé, d'un horizon avec ce type de problèmes, torticolis musculo-congénitales, il faut penser à beaucoup plus de choses. Il faut vérifier des autres choses et aussi avoir cette autre question dans notre plan d'intervention. Finalement, la forte correspondance entre les problèmes de neurodéveloppement et les problèmes cervicaux, on doit penser aussi que la colonne cervicale est liée aussi à la oculomotricité, à la fonction des bras, à la fonction orofaciale et aussi la construction aussi des patrons moteurs d'un horizon. Et pour ça, c'est nécessaire aussi une bonne fonction cervicale. Donc ici, ça nous fait aussi penser à que le contrôle, l'accompagnement et les soins du développement doivent être aussi présents dans ce type d'enfants. Évaluation en physiothérapie, j'aimerais rentrer dans ce domaine, mais aussi en partageant un peu comment on les voit dans les concepts MP, et que ce n'est pas une méthodologie, c'est simplement une façon de voir les choses et de penser en physiothérapie pédiatrique. Pour parler de ça, j'aimerais aussi rescater à Montagne. C'est préférable d'avoir un esprit ordonné qu'une tête trop pleine. C'est pour ça que j'aimerais classifier les contenus dans ces trois parties. L'évaluation clinique versus l'évaluation objective, la mobilité cervicale versus la fonction cervicale et les domaines fondamentaux, à mon avis, qui sont importants dans une évaluation. Ici, pour vous, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Dans mon expérience d'enseignant à l'Université de Montréal et depuis beaucoup d'années que je connais les physiothérapeutes et la qualité que vous avez en Québec, et la physiothérapie est aussi toujours dans ces défis que vous comprenez vraiment bien, mais pas dans tous les pays sont aussi développés comme vous. Et ici, cette nécessité énorme de balancer ou de rencontrer les deux évaluations qui sont nécessaires. Les évaluations objectives, mesurables avec des échelles, mais aussi avec un bon esprit clinique qui peuvent, avec ces deux systèmes d'évaluation de façon intégrée, on peut nous placer devant une bonne approche en face de l'enfant et de la famille. Et dans ce que je vais partager, je vais parler beaucoup de l'évaluation clinique, mais je ferai quelques connexions avec l'évaluation objective ou mesurable. Une chose fondamentale à comprendre, la mobilité versus la fonction cervicale. Et ici, j'ai un doute. Peut-être que vous avez aussi pensé à ça pendant votre parcours professionnel quand vous lisez des études. Et quand on prend des études sur l'efficacité, par exemple, de stretching ou des étirements sur le torticolus musculaire congénital, et on voit des études, on voit que les étirements sont très efficaces. J'aimerais penser dans quel aspect exactement sont efficaces.
Parce que dans beaucoup des articles, ce qu'on voit est que les étirements sont très efficaces sur la mobilité passive. Sur la mobilité passive. Mais dans ces articles, on ne parle pas si l'enfant, après la séance, bouge mieux sa tête de façon active, s'il peut aussi faire des activités ou des participations meilleures. On ne parle pas beaucoup dans beaucoup d'articles de la fonction orofaciale. Est-ce que l'enfant travailler avec des étirements bouge mieux après les mains? Est-ce qu'il bouge meilleur la bouche? Est-ce qu'il mange mieux? Est-ce qu'il respire mieux? Et ça, quelquefois, on ne voit pas ça parce que beaucoup des articles sur les torticolis musculaires congénitales sont centrés avec un paramètre d'évaluation exclusive de rotation passive. Oui, grâce à Dieu, on voit aussi quelques études plus actuelles où on commence à mettre des paramètres des échelles d'évaluation du neurodéveloppement. Mais ici, ça, la question, c'est fondamentale. Il faut évaluer pas simplement la mobilité cervicale, qui c'est absolument incontournable, mais aussi il faut évaluer la fonction cervicale. Comment sa tête, l'enfant peut aligner sa tête dans son corps, comme il peut orienter la tête dans la vision, dans la fonction de la bouche, etc. Et c'est ça que j'aimerais vous partager. Qu'est-ce que c'est important dans l'évaluation? Ces domaines sont lesquels je pense qu'on peut ajouter ou on peut faire dans des enfants avec ce type d'altération. Évaluer la stabilisation de la fixation visuelle, la fonction cervicale, on va voir comment, l'amplitude des mouvements, bien sûr active et passive, la fonction orofaciale, les réponses posturelles, qui sont aussi un type de fonction cervicale, le neurodéveloppement et les asymétries du crâne et du visage. Tout ça doit être intégré dans notre évaluation en physiothérapie. En premier temps, évaluer la stabilisation de la fixation visuelle, c'est un aspect fondamental. C'est un aspect fondamental. La tension visuelle, c'est une habilité de l'enfant à l'âge plus ou moins 4-6 semaines, quand il peut ou elle peut maintenir 3 secondes le regard sur des visages, des objets ou des patrons blancs et noirs de haut contraste, comme celui qu'on est en train de voir ici, avec Lucy Lato, qui c'est une optométriste espagnole qui a développé beaucoup de travail sur le développement de la vision dans l'enfant. Et c'est vraiment étonnant quand l'importance de ces facteurs, évaluer la stabilisation de la fixation visuelle. Ou après, un peu plus tard, évaluer la poursuite visuelle. C'est vraiment quelque chose de très lié à la fonction cervicale. Ça aussi nous donne information sur l'aspect cognitif comme screening. Et ça nous donne aussi des informations sur l'aspect vestibulaire ou cervical, parce que la oculomotricité, cette capacité de stabilisation est très liée à la partie cervicale. On peut se souvenir que la stabilisation du regard arrive avec la stabilisation cervicale. Ce sont des phénomènes qui vont en parallèle. Évaluer la fonction cervicale, quelquefois, d'une façon simple, comment l'alignement de la tête de l'enfant dans le plan frontal ou dans le plan sagittal. Ici, on peut voir la position de la tête alignée avec le tronc. L'enfant est toujours capable de le faire en supine, en prenant des différentes positions. Et cette capacité doit être aussi observée et documentée. Cette fonction cervicale doit servir plus tard avec la oculomotricité aussi dans la poursuite ou la façon de prendre des objets dans les côtés ou de bouger dans les côtés pour suivre des différents stimulus.
Ça dépend de l'âge. À partir de 4 et moins, on a déjà cette capacité d'aller prendre. Et ici, déjà, l'évaluation cervicale aussi reste intégrée avec des autres choses. Parce que dans cet enfant qu'on est en train de voir maintenant, on est en train de voir la oculomotricité, la stabilité du regard, la fonction cervicale active ou la rotation cervicale active, la fonction manuelle, les patrons de stabilité du tronc, beaucoup de choses qui quelquefois sont intégrées dans les mêmes gestes. Et réponse posturale, que c'est aussi un système d'évaluation de la fonction posturelle. Ici, on voit un test, une preuve de l'AMDO, où on peut voir les contrôles cervicales postérieurs. On met l'enfant sur le ventre et on observe l'alignement de la tête par rapport au tronc. Et on peut voir des différentes situations de hypo ou de hypertonicité. Et ça, je ne vais pas rentrer en profondeur là-bas, mais à chaque état, il y a une façon de contrôler la tête de façon physiologique. Étudier ce type de contrôle cervical, c'est aussi quelque chose qui peut donner beaucoup d'informations. De la même façon que le test de traction, qu'on connaît très bien et qui est présent aussi dans beaucoup d'échelles de neurodéveloppement, ça aussi nous amène l'information, nous apporte l'information du contrôle cervical antérieur. Et finalement, les contrôles cervical latéral. Attention parce que ce type d'évaluation est vraiment intéressant. Et ce type d'évaluation, évaluation de suspension latérale, ce n'est pas un test de Boita parce que c'est un examen très lent dans lequel on va placer l'enfant sur les côtés. Et on l'appelle test aux preuves de Fernandez. C'est publié dans un livre à la fin de l'année passée, dans un livre que je vais vous montrer dans quelques minutes. Mais aussi, on va voir que dans la littérature scientifique, c'est très, très présent. OK, ici, on voit cet enfant suspendu sur son côté, avec le côté droite dans la partie supérieure, on voit une convexité supérieure, on voit la tête qui tombe et on voit une flexion de l'ange. Mais quand on le met de l'autre côté, on voit une réponse vraiment comme si ça serait notre enfant. La tête est complètement verticalisée, presque il y a une concavité supérieure et la jambe qui reste au-dessus reste en extension avec une tonicité très, très différente. Cette différence des réponses cervicales, réponse du tronc, réponse des membres inférieurs dans la suspension latérale est vraiment étonnant et très, très important dans l'évaluation des enfants avec un problème cervical. Dans la littérature, on prend cette évaluation comme Muscle Function Scale. C'est Anna-Maria Hoffman qui l'a développé vraiment bien dans la littérature. On a donné une valeur numérique à chaque position de la tête. On voit aussi la différence entre tous les deux côtés, mais la seule question qui est dans les MFS de Hoffman, on ne prend pas information sur les troncs et sur les membres inférieurs, que je pense qu'ils sont vraiment intéressants, que vous l'avez vu. Et aussi, la façon de procéder, c'est un peu différent. Mais l'examen est basiquement le même test. C'est la même preuve. Ce test est vraiment sensible aux altérations cervicales et c'est aussi une preuve qui peut être introduite et qui, à mon avis, c'est vraiment intéressant d'être introduit dans l'évaluation en physiothérapie. La fonction orofaciale, vraiment liée à la fonction cervicale. Beaucoup d'enfants avec problèmes cervicaux ont aussi problème d'allaitement, problème dans la fonction orofaciale, problème dans les lèvres, dans la position mandibulaire, dans la fonction de la langue. Il faut, avec des questionnaires fonctionnels, des échelles fonctionnelles aux enfants avec ce type d'altération,
cervicale, demander aux parents aussi sur la fonction orofaciale et même tester des circuits orofaciales de nouveau-né fondamentale ou une observation basique de cette fonction orofaciale. Je pense que c'est vraiment intéressant. Même faire une preuve de succion non nutritive et établir s'il y a des correspondances entre la fonction cervicale et la bouche, parce que dans beaucoup de cas, il y a cette relation et il faut une approche un peu plus globale que simplement l'aspect cervical. Et il y a quelques mois qu'on a commencé, je pense, un des premières cours dans le monde des physiothérapies orofaciales, parce que quelquefois ça semble que la physiothérapie dans la bouche est centrée sur l'articulation temporomandibulaire, mais il y a des autres choses. Et dans un travail partagé avec des phonoaudiologues ou des thérapeutes de la bouche, il faut faire ce type d'évaluation aussi dans les domaines de la physiothérapie, parce que beaucoup des altérations musculo-squelettiques sont en train d'influencer ici. Évaluation du rhum active. Dans très peu d'études, on fait l'évaluation active dans la proposition de Kaplan, c'est inclus, mais il y a très peu d'études qui ont inclus ça. Je pense que c'est intéressant. Et aussi l'évaluation, bien sûr, l'évaluation passive, que c'est fondamental, mais on ne peut pas être la seule à être faite. L'évaluation anthropométrique aussi, avec calibre ou avec des autres systèmes d'évaluation de la symétrie de la tête ou du visage, c'est important. J'aimerais vous inviter à connaître aussi cette application, cette shape, où vous pouvez voir l'évolution de la forme de la tête dans les différents traitements. Mais de toute façon, cette asymétrie doit être évaluée. Et aussi, pas simplement les asymétries de la tête, mais les autres asymétries qu'on peut trouver dans les enfants avec altération cervicale. Finalement, l'évaluation du neurodéveloppement qui doit être toujours inclus avec une échelle comme l'échelle Alberta ou la TIMC ou la HINT ou n'importe pas. Il faut faire attention à cet aspect parce qu'il est vraiment très lié. Donc, pour finaliser, j'aimerais discuter ou inviter à penser dans certains aspects de l'intervention en physiothérapie en signalant l'importance de la détection et intervention précoce. C'est absolument fondamental. C'est pour ça que je pense que la physiothérapie doit être beaucoup plus présente dans les équipes interdisciplinaires en pédiatrie et dans la pédiatrie de tous les enfants. Pas simplement la physiothérapie doit être dans cet accompagnement de tous les enfants, pas simplement les enfants qui ont déjà une pathologie. Dans l'intervention, dans notre avis, en TMP, on pense qu'il faut faire attention à trois aspects, le rachicervical, bien sûr, à la morphologie crânio-faciale et à la fonction activité et participation. Toujours avec l'adaptation dans l'environnement, qu'on va voir après un petit peu, et l'éducation des parents et soignants. Dans ces trois aspects, on a améliorer comme objectif, améliorer la qualité et la symétrie des mouvements, gagner amplitude de mouvement active et passive, améliorer la symétrie crânienne et améliorer la morphologie, et dans l'activité et les fonctions plus importantes, pas plus importantes, mais plus définies comme respiratoire, améliorer cette fonction respiratoire, orofaciale. Attention que la fonction orofaciale, c'est participation dans les nouveau-nés. L'allaitement, c'est participation parce qu'on va manger ensemble à la mère et améliorer le développement moteur et les activités et la participation de l'enfant dans la façon de se bouger. Tout ça, ça doit être trois pôles ou trois directions de travail. J'aimerais réfléchir avec vous, non?
est-ce que l'étirement peut soutenir l'entraînement d'un problème de torticolis avec tout ce qu'on a vu déjà? Et on a vu sur la correspondance avec beaucoup de systèmes. Est-ce que les étirements passifs, c'est la seule chose? Mais peut-être la stimulation dans les côtés. Mais on voit qu'il faut une approche un peu plus globale. Je pense que c'est clair ici. C'est pas que les étirements sont un problème. Je ne rentre pas dans... Non, ça peut être quelque chose d'intéressant, complémentaire, etc. Mais il faut développer des autres actions. Et j'aimerais faire une proposition pour une thérapie manuelle en pédiatrie. Dans la littérature, ça commence à sortir de différentes études. Ici, vous avez une étude de mon équipe de recherche à l'Université de Saragosse. Et on a publié quelques études sur les altérations cervicales et planiocéphalie. Mais il y a aussi des autres études intéressantes qui sont en train de sortir sur une approche manuelle dans aussi la partie cervicale ou la thérapie ou la planiocéphalie, mais en dedans du domaine de la physiothérapie. Ça veut dire avec une approche intégrale en prenant en considération le neurodéveloppement et avec un système aussi en codépendant de la famille. Ici aussi, vous avez une autre étude de notre équipe très récente sur l'approche de la planiocéphalie. Et là-bas, vous avez un schéma du livre qui est sorti à la fin de l'année passée sur les forces appliquées dans la thérapie manuelle de la planiocéphalie. Quelle que soit la thérapie manuelle appliquée, c'est important de répondre à quelques critères. La thérapie manuelle en pédiatrie doit être confortable, adaptée à la taille, à la dimension de l'enfant, à la préférence, à la situation de la famille, douce, sécuritaire et accompagnée. Accompagnée, comme vous savez ici, avec la mère ou avec les pères, avec quelqu'un qui est la personne de référence. On peut développer une éducation des parents pour stimuler les positions latérales avec une stimulation dans les côtés, avec connexion visuelle, avec connexion affective avec la famille, ça serait vraiment fondamental. On peut utiliser aussi la stimulation cervicoculaire et manuelle avec les objets, surtout dans les côtés, que c'est l'endroit où on peut développer le contrôle moteur complet, pas simplement cervical, mais aussi visuel et des membres supérieurs. Et on peut utiliser une stimulation visuelle dans des situations de neurodéveloppement. On peut le faire avec des objets, mais aussi avec ce type de patrons de stimulation qui sont développés pour les enfants. Je pense que ça serait intéressant d'inclure quelque chose pour la sphère orofaciale. La thérapie manuelle déjà dans la planiocéphalie ou dans la tête ou dans les cervicales, déjà peut avoir des effets sur la fonction orofaciale, mais aussi la stimulation des patrons, la stimulation de la sphère orofaciale fait avec la famille et en collaboration avec des autres professionnels qui prennent cet aspect dans son domaine est absolument fondamental. Et c'est une très forte corrélation. Et stimuler en global le neurodéveloppement. Ça sera absolument aussi, à mon avis, fondamental et avec une très bonne éducation de la famille. Ici, vous avez un système d'adaptation de l'environnement. Ce système qui va pencher et se bouge dans le lit des bébés peut être placé dans un côté et l'enfant à l'autre pour stimuler la rotation cervicale et la stimulation visuelle. Et simplement, il faut tourner à l'enfant pour regarder l'objet de l'autre point de vue. Ce type de changements dans la maison sont aussi considérations
de la guide clinique de Kaplan. Peut-être que cet exemple spécifiquement n'est pas là, mais l'orientation à une adaptation de la maison est aussi dans cette guide officielle. Éducation de la famille, accompagnement, motivation. C'est un travail à trois. L'enfant, le physiothérapeute et la famille. C'est un travail à trois. Il faut intégrer complètement les familles dans les interventions en physiothérapie. Et, parce que l'enfant est complètement dépendant de l'ambiance. Bon, l'adulte est aussi dépendant de l'ambiance, mais l'enfant énormément. Et plus on construit documentation, des instruments éducatifs, on considère un temps pour faire ce travail plus bénéfique, ça apporte à l'enfant. J'aimerais aussi vous offrir quelques matériels. Quelques matériels, c'est en espagnol, mais aussi, par exemple, dans ce canal de YouTube sur le développement de l'enfant, je le trouve fascinant. Beaucoup de vidéos sont en transcription à l'anglais ou au français, et que YouTube le fait automatiquement. Et j'aimerais vous offrir quelque chose. Ça serait un canal de YouTube que j'adore. C'est le canal de Davinia Cobos, que c'est une physiothérapeute espagnole et c'est une experte en physiothérapie orofaciale. Et aussi, vous offrir aussi le canal de YouTube de Tempipin avec beaucoup aussi de matériel gratuit et sur des différents aires du développement de l'enfant ou de la physiothérapie. Beaucoup de conférences sont avec des professionnels des autres domaines comme l'oscillateur, l'optométriste qu'on a nommé avant. Et aussi, quelques de ces conférences sont aussi traduites en anglais. Comme conclusion, simplement, que la thérapie manuelle en pédiatrie peut être une option utile et sécuritaire, qu'il faut choisir des paramètres plus actifs pour l'évaluation en physiothérapie du torticolite musculaire congénital et que le neurodéveloppement et la famille doivent être toujours présents dans notre approche, dans notre plan et stratégie de traitement. Pour approfondir, pour avancer, désolé, mais c'est en espagnol. Le premier livre de thérapie manuelle pédiatrique dans les altérations musculo-squelettiques de l'enfant en physiothérapie, pas dans des autres domaines, publié en Elsevier en espagnol à la fin de l'année passée, mais peut-être que dans le futur, vous pourrez l'avoir dans des autres langues. Et aussi, vous inviter à la formation, à la 3e édition de Tempi à l'Université de Montréal, que ça va commencer en 2-3 mois et que c'est un honneur pour moi de participer là-bas. Et simplement vous remercier beaucoup, beaucoup, beaucoup votre attention et j'espère que ça va vous offrir quelques idées pour penser, pour appliquer ou pour partager avec les autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, il nous reste quelques minutes. Si jamais on a des participants qui ont des questions, vous êtes invités soit à ouvrir votre caméra, seulement le son, ou les ajouter dans l'onglet « Discuter à l'écrit ». Puis, comme mentionné, là, les liens du matériel TMPI vont être ajoutés à notre diffusion. La rediffusion de l'enregistrement dans ce moment va être disponible au courant de la semaine sur le site de l'AQP. Puis également, si vous avez, en attendant les questions, là, si vous avez besoin d'une attestation de présence à la formation d'aujourd'hui, tous ceux qui sont présents vont la recevoir par courriel. Sinon, vous pouvez écrire au info@commercialaqp.québec, puis ça va être sur notre site également. Et je vois ici Jessica qui est en train de demander sur l'application. Si, elle s'appelle Headshape. Headshape. Je vous écris. Merci, Raphaël. Oui. Merci à toi.
Merci, Raphaël. Très gentil. Il y a quelqu'un avec la main. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, Je pourrais ouvrir une question par rapport à les otites. oui. Est-ce qu'on peut, nous, en physiothérapie, avoir un impact sur les otites? Je pense que dans la physiothérapie, ce qu'on peut faire est améliorer la respiration nasale, améliorer le drainage des espaces paranasales, que ça va aider à libérer le drainage de l'otite. Et aussi, il y a des techniques manuelles pour l'expansion du visage qu'on peut faire de façon manuelle et qu'un peu plus tard sont les odontopédiatres avec des appareils qui peuvent faire ce type d'expansion. Mais tout ce qu'on peut améliorer l'espace du visage peut aider dans les symptômes. Ce n'est pas directement un travail exactement sur l'otite, mais sur certains aspects de l'enfant avec l'otite. J'aimerais juste savoir la différence avec le chiro parce que, comme moi, personnellement, mon expérience personnelle, c'est que quand j'étais bébé, on m'a fait voir par un chiro, j'avais des otites à répétition et puis, semble-t-il que ça l'a beaucoup aidé. Donc, je voudrais juste savoir si nous, on peut aussi aider. Là, on peut aider parce que de la même façon qu'on a un travail à faire sur la planiocéphalie, que c'est dans la sphère planiofaciale, on peut appliquer ce type de techniques dans des autres endroits, dans le visage, par exemple. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur Pasteur. Est-ce que vous avez encore une minute? Oui. Oui, bonjour, je suis Evelyne Labonté, je suis à l'hôpital Sainte-Justine. J'aimerais vous entendre un petit peu sur la thérapie manuelle en lien avec le guide des meilleures pratiques que vous avez discuté. Parce que dans le guide, là, je comprends qu'il y a des nouvelles études auxquelles vous avez participé, mais c'est clairement indiqué que la thérapie manuelle est contre-indiquée pour le bébé qui présente un torticolis congénital. Alors, je voulais vous entendre par rapport à ça. Ah oui, je n'ai pas lu ça, ce type de conclusion de l'étude. Mais la question, en plus de... Maintenant, la Cochrane est en train de faire une étude avec les études après cette intervention, En fait, oui. clinique. Et la question est, qu'est-ce que c'est la thérapie manuelle? Ça, c'est une bonne question, parce que l'application d'une mobilisation cervicale passive aux enfants, ce n'est pas une application de thérapie manuelle. Ça c'est la question. Quand on bouge, quand on fait des étirements passifs dans l'enfant et on mobilise la tête de l'enfant et le cervical de l'enfant, ça, c'est thérapie manuelle ou c'est pas thérapie manuelle? Ça, c'est une bonne question à discuter. Parce qu'on est en train d'utiliser des forces manuelles pour avoir un impact sur la situation clinique de l'enfant. OK. Parce que c'est ça, il y a un petit bout qu'on a mal compris à cause du microphone, mais dans le fond, vous citez beaucoup Kaplan dans votre article, fait que ça me surprend un peu que vous n'ayez pas l'information concernant la thérapie manuelle. Est-ce que vous avez collaboré avec eux? Parce qu'il y a un guide qui devrait sortir dans les prochains, rapidement, là, parce qu'ils sortent à peu près aux 5 ans pour justement... oui. C'est pour ça, par exemple, la Cochrane, les chercheurs qui sont en train de faire l'actualisation, nous ont contactés à notre groupe d'études parce que comme on a publié dans les dernières 2-3 années des études en appliquant thérapie manuelle, ils nous ont contactés parce qu'ils sont en train de faire une révision. OK, ils revisent vos études pour voir. Ils sont quelques études qui sont sorties il y a 2-3 années. Et le 2018, il y a quelques temps. Depuis le 2018, ils sont sortis des autres travaux. OK. Mais en attendant,
Mais la question, je pense que c'est intéressant de penser l'application des mobilisations passives, quels critères doivent avoir? C'est quelque chose d'intéressant à discuter dans notre profession. Oui. Est-ce que cette mobilisation doit avoir quelques règles de travail? Est-ce que ça doit prendre en considération aussi des aspects articulaires qui peuvent être présents? Parce que quand on mobilise la tête de l'enfant, c'est sûr qu'on est en train de mobiliser les articulations de l'enfant. Absolument. Comment on peut le faire d'une façon sécuritaire et efficace? Je pense que c'est un bon argument à penser. Puis en attendant, malgré le fait que le nouveau guide n'est pas sorti, vous recommandez quand même l'application de la thérapie manuelle pour le traitement des torticolis? Est-ce que le problème est qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est la thérapie manuelle exactement selon l'école? Dans les livres, je parle de certains critères, mais pas tous les écoles. Il y a beaucoup d'écoles de thérapie manuelle, beaucoup. Et pas toutes les écoles peuvent être appliquées à le bébé. Okay. Ça, c'est la question. Par exemple, il y a beaucoup quelques écoles de thérapie manuelle qui sont extrêmement quantitatives dans son approche. Et à mon avis, ne sont pas applicables à l'enfant. Est-ce qu'il faut chercher une thérapie manuelle applicable à l'enfant et avec une particularité ou une adaptation à la pédiatrie? À mon avis, on ne peut pas généraliser la thérapie manuelle, n'importe pas l'école dans cette application. Fait que vous pensez que le guide devrait préciser davantage les modalités de thérapie manuelle? On verra dans la prochaine révision. Parce qu'il y a quelques articles nouveaux et on peut discuter sur ça. Mais je pense que c'est une question qui doit sortir. Parce que la thérapie manuelle et la pédiatrie ont été éloignées. Mais vraiment, tous les jours, c'est sûr que vous travaillez avec des enfants, avec des altérations musculo-squelettiques, traumas, fractures, où les articulations sont impliquées. Quels sont les critères d'application de la mobilité articulaire dans un enfant? Parce qu'on les fait tous les jours, mais il semble qu'on n'a pas arrêté pour établir quels sont les critères de sécurité pour ce type d'application. Mais tous les jours, on est en train de le faire. C'est pour ça que c'est un défi pour notre profession. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit clarifier et développer. Je vous remercie beaucoup. Puis c'est agréable d'entendre que le torticolis n'est pas juste la tête et le cou, là, de voir dans l'ensemble. Je pense que c'est bien important. Merci beaucoup. On est bien d'accord avec vous pour ça. Merci. Au revoir. Merci. Merci beaucoup pour les questions. On est arrivé un petit peu au bout du temps qui nous est alloué ensemble aujourd'hui. Il y en a peut-être plusieurs qui ont des patients là, bientôt à 13 heures. Donc, pour les prochaines questions, puis ceux qui ont peut-être passé dans les commentaires, là, on va voir à vous revenir par courriel individuellement. Oui. Vous pouvez m'écrire et me présenter vos questions. Exactement. Donc, on vous remercie, on remercie tous les participants et on remercie M. Iñaki Pastor-Pons en tant que formateur aujourd'hui. Donc, surveillez le site de l'AQP pour la rediffusion de ce webinaire. Puis, pour toute question, vous pouvez nous écrire au info@commercialaqp.québec. Donc, merci tout le monde. Bonne journée. Merci.